bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, au lendemain de l'inhumation du préfet de Oursi, une réunion de haut niveau s'est tenue à Kossiam sur la sécurité. Le Conseil de défense et de sécurité nationale prend l'engagement de mettre en œuvre des mesures et de sécuriser les représentants de l'État dans le Sahel. L'hôpital de référence Yalgado Ouedraogo croule sous le poids d'une dette estimée à 6 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé envisage des pistes de solutions avec les agents de ce centre de santé, le plus important de la capitale burkinabé. Précision sur la séance de travail tenue ce jeudi dans quelques instants. Et puis, c'est demain qu'est prévue la soirée de récompense dédiée aux professionnels des médias. La 21e nuit des Galians est placée sous le patronage du Premier ministre Paul Kabatieba. Le palmarès de cette nuit, vous le connaîtrez en direct sur votre télévision publique. Mais ce soir, c'est le ministre en charge de la communication qui nous situera sur les enjeux de cette présente édition des Galians. Bienvenue à tous. Au complet, réunis autour du président du Faso, le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est penché sur la loi portant défense nationale. Elle doit être adaptée au contexte actuel de terrorisme. La conviction est partagée. Les regards sont tournés vers la région du Sahel. Roger Cam, Frédéric Etienne Bassenga. Grande première du Conseil de défense et de sécurité nationale sous les Kabori. Deux raisons motivent cette rencontre. La relecture de la loi portant défense nationale pour tenir compte du contexte actuel du terrorisme et le point sur la situation sécuritaire avec comme indicateur important dans le viseur la perception des populations, en particulier celle du Sahel. Rien ne peut se faire sans la sécurité foi du président du Faso et il était impératif de réfléchir sur comment combiner les questions sécuritaires et économiques pour venir à bout du terrorisme. Les orientations ont été données aux différentes équipes et je dois pouvoir vous dire en tout cas que des dispositions seront prises dès les semaines à venir pour assurer en tout cas la sécurité des représentants de l'État dans ces zones. Parce que c'est impératif. On a perdu des maires, on a perdu des préfets, on a perdu des citoyens. Et comme je dis, le rôle des forces de défense et de sécurité, c'est non seulement de défendre l'intégrité du territoire, mais également de veiller à ce que les populations aient la sérénité pour vivre dans leur contexte. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et il faut travailler justement à la restitution et la reprise en main de l'ensemble de ces questions. Pour y arriver, des résolutions sont prises. L'État, au plus haut niveau, décide de prendre le taureau par les cornes. Il ne faut plus que la population ait l'impression que rien n'est fait pour leur sécurité. Sur le terrain, un autre dispositif sera déployé. Les stratégies et les mentalités seront réadaptées. Mais cela ne portera fruit que si les uns et les autres se donnent la main. Je voudrais en tout cas dire au peuple burkinabé que nous sommes soucieux de la défense de sa sécurité, mais qu'il faut que nous nous unissions tous. Parce que comme je dis, lorsque vous êtes en combat contre un adversaire tel que le terrorisme, on ne peut pas satisfaire seulement des insuffisances. Nous devons être unis comme un seul homme, comme un seul peuple dans ce combat-là. Ceux qui se délectent des situations difficiles qui sont traversées, je considère que ce sont des personnes qui ne défendent pas l'intérêt de leur pays. Cette rencontre du Conseil de défense et de sécurité nationale a été aussi et surtout le lieu de féliciter les forces de sécurité et de défense pour le travail qu'elles abattent au quotidien sur le terrain. La France et le Burkina Faso renforcent leurs liens de coopération judiciaire. Sur proposition du gouvernement, ce matin, l'Assemblée nationale adopte deux conventions. L'une porte sur l'entraide judiciaire entre les deux pays et l'autre sur l'extradition des personnes visées par des enquêtes. Les enjeux de ces lois avec Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré. Au menu des débats de cette plénière, deux autorisations de ratification de conventions portée par le ministère de la Justice. Elle vise, selon René Bagoro, une entraide judiciaire entre les gouvernements burkinabés et français et une possibilité d'extradition de personnes visées par les enquêtes judiciaires
entre les deux pays. Si par exemple un Burkinabé commet des infractions dont certains traces peuvent se retrouver par exemple sur le territoire français, avec cette convention, il est loisible pour le juif burkinabé d'obtenir de son collègue français un certain nombre d'éléments, sans forcément passer par exemple par les voies de la commission rogatoire. Également, comme on l'a dit, même en cas de jugement, on peut avoir des témoignages par vidéoconférence pour quelqu'un qui se trouve sur le territoire burkinabé ou français et vice-versa. Donc ça va nous permettre non seulement de nous appuyer pour les enquêtes, pour également les témoignages, pour la recherche des preuves et surtout ce qui est important aussi pour certaines infractions, par exemple le gel des avoirs dans l'un ou l'autre pays, ce qui va permettre de rendre efficace les procédures judiciaires. Maintenant, vous avez l'autre convention qui est la convention d'extradition qui définit des règles précises permettant de pouvoir extrader un Burkinabé qui se retrouverait sur le territoire français et qui est recherché par la justice et vice-versa. Des avancées dans la coopération judiciaire, certes, mais pour certains élus nationaux, l'opportunité de ces propositions de ratification pose problème. Selon Yaya Zungrana du groupe parlementaire CDP, elles interviennent dans un contexte de tentative d'extradition de François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Et pour le député, c'est une loi conçue à dessein. Un avis partagé par ses pairs. Conséquence, la loi est votée avec 82 voix pour, 16 contre et 18 abstentions. Pour René Bagoro, ces craintes ne sont pas justifiées. Il n'y a pas d'idée derrière notre tête, c'est dans un processus normal. Nous avons d'autres tests qui vont passer. Donc, maintenant, comme on le dit souvent, quiconque se retrouverait concerné, c'est pure coïncidence. Et le ministre de préciser que la procédure d'extradition de François Compaoré est antérieure à la prise de ces lois. Le gouvernement burkinabé reste serein et s'en tient à la décision des tribunaux français sur cette question, conclut René Bagoro. Et puis cette autre coopération qui se dessine entre 17 pays africains, le SILS lance la 12e édition de la conférence régionale sur les opportunités d'échange dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentaire et de l'élevage. Dans le viseur de l'institution, les échanges commerciaux plus profitables aux producteurs sahéliens. Issa Kafando et Vincent Kiendrobogo nous font le point. Mettre en place des réseaux de professionnels capables de partager leurs expériences et renforcer les relations commerciales dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, voilà tout l'objet de cette rencontre qui réunit des acteurs des filières pastorales, agricoles et agroalimentaires venus de 17 pays. Le commerce entre les pays de cette zone représente à peine 15% de leurs échanges commerciaux globaux, une situation que le SILS veut inverser en instituant un réseau d'affaires en ligne. Un instrument dont le but est de booster les échanges commerciaux entre les pays concernés, membres du SILS et ou de la CEDEAO. Nous allons au-delà d'une rencontre physique, aller vers la mise en place d'une plateforme pour pouvoir faire des négociations entre commerçants, entre ceux qui ont à offrir et ceux qui en demandent, autour d'une toile. Maintenant, au lieu qu'il y ait, on attend un an pour les regrouper, pour qu'ils négocient, ils pourront tous les jours continuellement négocier à travers une plateforme virtuelle. Ce sera la nouveauté de cette année. C'est l'occasion donc de réseauter et de continuer donc à développer les liens commerciaux entre les pays. Burkina Faso, Ouagadougou, nous sommes un carrefour au regard donc de l'ensemble des pays qui interviennent ici. Et je pense que lorsqu'on a eu l'occasion pareille, c'est de venir donner un message donc de soutien, d'encouragement et d'indiquer que les pouvoirs publics vont continuer donc à tendre l'oreille et apporter l'ensemble de soutien. La conférence régionale des opportunités d'échange se tient chaque année avec un objectif visé de tripler très bientôt le taux de commerce entre les États que compte cette zone. Les sorties médiatiques sur les faits marquant l'actualité se poursuivent. Cette fois, c'est au tour de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, de livrer sa lecture de ces faits. Les sujets à polémique n'ont pas manqué d'être évoqués à cette conférence de presse. Le compte-rendu avec Rasmane Zoundi et Nyaki Teda. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle loue les performances enregistrées dans la mise en œuvre du PNDES, le Plan national de développement économique et social. Vincent Dabilgou et ses camarades se félicitent également
des avancées dans l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel avant de s'attaquer aux questions qui font la une de l'actualité au Burkina. De l'affaire controversée dans l'acquisition des véhicules, selon l'APMP, le renouvellement du parc automobile s'impose. Ce renouvellement s'inscrit dans un processus animé par le souci d'efficacité des institutions de la République. Les anciens véhicules ministériels, les 407 que vous connaissez, étaient tous pratiquement sur cale. Il fallait les renouveler. La délocalisation de certains conseils des ministres se justifie au dire de la majorité. C'est une forme de démocratie participative, soutiennent les conférenciers. C'est un faux procès, simplement, que l'on fait au gouvernement et à la majorité. S'il vous plaît, nous sommes tous des Burkinabés, nous vivons tous dans ce pays. Ce n'est pas parce que nous sommes de la majorité que nous sommes devenus amnésiques et suffisamment inconscients à tel point que des gens qui ont été reconnus comme étant des gens qui ont géré de façon gabégique il n'y a pas longtemps viennent donner des leçons. Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule action qui a été analysée comme étant une bonne action depuis l'avènement du pouvoir de Rochman Christian Kaboré et que l'opposition a estimé que c'est bon? La jeunesse occupe une place de choix dans la politique gouvernementale, réaffirme l'APMP. Et la réduction du nombre de recrutements dans la fonction publique cette année ne saura remettre en cause cette vision. Ce n'est pas à travers la fonction publique que nous devons résoudre la grande question de l'emploi des jeunes dans notre pays. Le gouvernement, dans sa politique d'emploi et de formation professionnelle, veille à favoriser l'emploi des jeunes à travers le renforcement de l'employabilité, la promotion du secteur privé, le financement de micro-projets et la promotion de l'auto-emploi. Si le droit de grève ne peut en aucun moment être remis en cause par le gouvernement et la majorité, cependant, l'APMP condamne avec la dernière énergie les luttes sous le couvert syndical servant parfois de dessein inavoué et inavouable. Le téléphone portable comme moyen de paiement ou tout simplement pour rester proche des siens, il n'y a rien de nouveau jusque-là. Le smartphone offre également la possibilité de collecter, de traiter, de diffuser des informations. Au Burkina, un opérateur de téléphonie mobile se lance dans la promotion de ce journalisme mobile ou Mojo. Précision avec Kwale Nebié et Aruna Maré. Le journalisme mobile ou le Mojo se ferait son chemin dans l'univers médiatique au Burkina Faso. L'innovation repose sur la diffusion de l'information à l'aide de téléphones de dernière génération. Sons, images et vidéos collectées et traitées peuvent inonder la toile grâce à la magie des nouvelles technologies. Orange Burkina offre ici la possibilité à une soixantaine de journalistes de se mettre en phase avec cette technique. Vous savez que nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup. Tout va vite, l'information aussi. Tout est à l'heure du numérique et de la digitalisation. Alors, et les journalistes ne doivent pas être en reste. Donc, voilà pourquoi nous sommes à côté des journalistes pour les initier à ce nouveau type de pratique journalistique. Donc, avec le mobile journalisme et l'Internet, tout va vite et les journalistes pourront aller vite aussi. Pour accomplir la tâche, il faut disposer d'un kit Mojo. Ce dispositif comprend un smartphone et d'autres accessoires. À l'heure où l'information circule à la vitesse grand V sur les médias sociaux, le Mojo vient ainsi combler le vide laissé par les médias classiques, selon la formatrice Romaine Zidouemba. Formés, ces journalistes mobiles peuvent s'insérer aisément dans une presse de plus en plus concurrentielle. Ils pourront désormais fournir des contenus plus attractifs et en temps réel à l'endroit de leur public. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors, le téléphone portable comme un outil professionnel de production, vous y croyez? Je pense que tout ce qui est nouvelle technologie offre des opportunités dans le cadre de la diffusion de l'information. Après, je pense que la question essentielle, c'est quel est le recul que nous avons pour avoir un traitement professionnel. Quand j'écoute l'argumentaire des uns et des autres, il faut aller vite. Mais est-ce que traiter l'information nécessite toujours d'aller vite? C'est une question que les journalistes sur ces réseaux-là doivent l'utiliser. De toute façon, je pense que tout ce qui est innovation, nous sommes obligés de l'accepter. Mais nous devons garder aussi en fond, dans tout travail journalistique que nous faisons, les éléments déontologiques de base, la confrontation de la source, la mise en avant du fait, et éviter justement de tomber dans une chasse-poursuite avec
les activistes, entre guillemets, sur les réseaux sociaux qui dénaturent un peu notre travail de journaliste. Mais je crois que c'est une opportunité à saisir. Ok, nous aurons certainement l'occasion de revenir plus longuement sur les perspectives qu'offre ce nouveau journalisme. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes sur ce plateau pour évoquer la 21e nuit des Galians, qui est donc un rendez-vous très attendu par les professionnels des médias. Cette année, 458 œuvres ont été reçues. Comment ont travaillé les différents jurys? Alors, sur cette question, il y a 3 jurys. Un jury, presse en ligne et tout ce qui est lié à ces nouveaux métiers de journaliste. Un jury langue nationale et un jury langue française. Et il y a vraiment, je pense, 229 candidats. L'une des particularités, c'est que chaque candidat était obligé de présenter 2 œuvres. Jusqu'à présent, nous jugions le Galien sur une œuvre. Et nous, suite aux réformes et aux remarques des uns et des autres, nous avons pensé qu'il était nécessaire pour que véritablement nous ayons de l'excellence, que ce soit au moins sur 2 œuvres. Je pense que d'ailleurs, à l'époque, j'ai été combattu parce que moi, je voulais plus. Parce que je pense que c'est difficile de juger un travail professionnel sur une œuvre, comme c'est difficile, par exemple, de juger une présentation journalistique telle que vous la faites dans le 20h sur un seul journal parlé. Mais je pense que de façon générale, les acteurs sont tombés d'accord sur 2 œuvres. C'est l'une des grandes innovations. L'autre innovation, c'est le retour de tous les genres. Nous avions estimé l'année dernière que par rapport à ce qui était engagé, certains genres n'étaient pas compétitifs. Il y a eu, je pense, un tollé au niveau des associations professionnelles. Les journalistes se sont sentis écartés et nous avons remis ces gens-là en compétition. Ça fait que nous avons 34 genres aujourd'hui en compétition et nous avons également, je pense, 15 prix spéciaux qui sont des prix généralement soutenus par des acteurs tels que la santé, l'agriculture, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, afin justement de valoriser les productions journalistiques qui sont liées à ces secteurs-là. Alors justement, on va parler des critiques qui reviennent chaque année, notamment celles portant sur le mode des sélections même des nominés. Il se fait sur la base des œuvres déposées par les candidats. Est-ce que c'est la meilleure option selon vous? Pour l'instant, c'est l'option choisie par les acteurs. Est-elle la meilleure? Je pense que pour que les Galiens soient un élément participatif, nous prenons en charge ce que les acteurs veulent. Personnellement, j'ai des points de vue qui sont parfois divergents, mais comme ce sont des acteurs qui décident eux-mêmes, je pense qu'il est important que la communauté de la presse soit d'accord sur les principes. Et l'un des éléments sur lesquels il peut y avoir problème, c'est justement l'étude sur le long terme. Ça nécessite des moyens, ça nécessite beaucoup de... Si on décide de regarder les 20 heures, pour voir qui est la meilleure présentation, comment on prend ça en compte, par exemple. 21e nuit des Galiens, est-ce que, justement, on n'a pas assez de matière pour pouvoir arriver à cette peut-être perfection? Non, je suis d'accord avec vous, mais tout est perfectible sur ce point-là. Je reste seulement convaincu qu'il y a déjà un plus. Pendant 20 éditions, on a jugé les Galiens sur une œuvre. Maintenant, on juge sur 2. Ce qui fait que déjà, ceux qui préparaient les Galiens avec une seule production journalistique sont obligés de travailler au moins sur 2. Et nous estimons que l'objectif, ce n'est pas le prix. L'objectif, c'est la qualité du travail qui sous-tend ça. Si vous devez produire 2 œuvres de qualité, vous allez vous y prendre plusieurs fois. Et au fur et à mesure, que vous le veuillez ou non, ça va laisser des traces sur votre travail. Maintenant, il est clair que sur certains genres en particulier, il y a nécessité de regarder les choses. Mais sur ça, je pense que petit à petit, nous allons y arriver. Alors, il y a des innovations, vous les avez notifiées, des innovations depuis la 20e édition. Est-ce que ces innovations-là vont continuer, notamment avec la hausse du prix des récompenses? Est-ce qu'il y aura d'autres innovations qui sont envisagées pour les éditions à venir? Non, je pense que la hausse de la récompense qui est passée de 500 à 1 million, c'est une façon de motiver. Mais je pense que le journaliste, il doit être content d'avoir le Galien à lui-même. Après, je pense que si on peut avoir des bonifications pour rendre l'édition plus attrayante, nous allons le faire. Mais ce n'est pas une contrainte. Nous avons mis un super Galien qui est d'une valeur de 3 millions de francs, qui est choisi donc à l'intérieur des Galiens. Nous avons également essayé d'ajouter à chaque fois une bonification matérielle pour rendre ça plus attrayant. L'année dernière, c'était une parcelle à Ouaga 2000. Cette année, c'est une villa F3 offerte par une société de la place. Oui. Donc, il y a des possibilités de trouver. Mais ce n'est pas une obligation parce que je crois que l'essentiel pour nous, c'est que ce soit la reconnaissance entre guillemets, des pairs par rapport au travail. Mais si on a le gâteau sur la cerise, c'est jamais mauvais. Voilà. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Je vous rappelle que vous étiez avec nous sur ce plateau pour parler de la tenue de la 21e nuit des Galians, la soirée qui met en lumière les productions des hommes et femmes des médias au Burkina. Et c'est une soirée à suivre en direct demain à partir de 21h sur la RTB.
Nous poursuivons ce journal avec cette séance de travail initiée par le département de la santé. Le professeur Nicolas Meda s'est rendu au CHU Yalgado Ouedraogo avec des solutions. Il en faut pour résorber les difficultés que vivent les travailleurs de cet hôpital de référence. Dans la foulée, le ministre annonce la contraction du marché de construction du CHU de Basenko, Adama Giti et Draman Guéné. Après 5 heures d'échange avec le personnel, le professeur Nicolas Meda fait une conclusion. L'hôpital Yalgado a lui-même besoin des soins. Les ressources humaines sont en souffrance. On dit qu'il y a 1400 personnels, il y a à peu près 3500 étudiants. On peut faire l'exercice de savoir qui consacre 40 heures par semaine à Yalgado. L'hôpital Yalgado fonctionne avec 6 milliards de francs CFA de dette contre 5 milliards d'allocations annuelles. Actuellement, l'hôpital a urgemment besoin de 5 milliards pour l'équipement de certains services. Mais en attendant, le ministre de la Santé envisage une réorganisation des services de santé de la capitale. Il y a des CHU à Ouagadougou qui ont 300 à 400 lits vides. Personne n'est sur ces lits. Et tout le monde est par terre à Yalgado. Il y a un moment donné, il faut prendre des décisions courageuses de redistribution des services dans l'infrastructure hospitalière de Ouagadougou. Autre solution structurelle, le ministre de la Santé revient sur les projets de construction d'un CHU à Samba et de 2 à Ouagadougou, dont celui de Basenko, le plus moderne du Burkina. Peut-être en juin, vous serez témoin de la conclusion de contrat pour la construction du CHU de Basenko à Ouagadougou. Et avant, nous allons prendre des décisions courageuses pour réorganiser l'offre de soins dans la ville de Ouagadougou. Le professeur Nicolas Meda promet élaborer une feuille de route pour réparer les défaillances soulevées par le personnel de Yalgado. Défaillances liées à la congestion de l'hôpital, à son équipement, à ses ressources humaines, à son endettement et à son fonctionnement. La santé mentale, et si on en parlait, un atelier se tient à Ouagadougou sur le respect des droits de la personne atteinte de troubles mentaux. L'OMS, en collaboration avec l'ONG Christoffel Blind Mission, forme des acteurs burkinabés sur le Quality Right. Précision avec Yacouba Gamene et Ismaël Diroma Sirima. Les fous ne sont pas aussi fous que ça. Par ces termes, le secrétaire général du ministère de la Santé lance cet atelier sur la santé mentale. Les participants sont venus principalement de la région du Nord et du Centre-Sud pour changer leur manière d'opérer face aux personnes victimes de troubles mentaux. Il s'agit ici d'apprendre à rendre plus sociales les personnes victimes de troubles mentaux et de veiller au respect des droits de l'homme dans le domaine de la santé mentale. L'OMS, depuis quelques années, essaie de mettre l'accent pour que, à tous les niveaux socio-professionnels, on essaie de prendre en compte cet aspect-là pour ne pas stigmatiser ces personnes-là dans la vie de tous les jours, dans les institutions, sur les lieux de travail, en famille. Pour mieux atteindre cet objectif, il est prévu un programme de formation continue des acteurs afin de garantir un bien-être aux personnes atteintes de troubles mentaux. Ce programme est soutenu par l'OMS et aussi par l'ONG Christoffel Blind Mission. CBM, en collaboration avec l'OMS, a élaboré un outil qui s'appelle Quality Right pour faire en sorte que la prise en charge soit de qualité, mais aussi soit basée sur le respect des droits humains. Donc cette formation, aujourd'hui, nous l'avons initiée pour le Burkina, qui est le deuxième pays francophone qui accueille cette formation après la Tunisie. En plus de la formation pour traiter les malades mentaux conformément à leurs droits, ces acteurs prônent aussi la prévention. Ils exhortent ainsi les parents à ne pas permettre à leurs enfants d'accéder aux substances neurotoxiques. La santé occupe une place de choix dans la coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Une coopération forte d'une vingtaine d'années est matérialisée dans plusieurs localités du pays. Pour en mesurer l'impact, une caravane de presse sillonne les régions du Burkina. L'étape de Koudougou nous est commentée par Konsun Koulibaly et Olopoda. Dr Kai Wang est médecin spécialiste en anesthésie et réanimation.
Arrivée à Koudougou en avril 2018, la Taïwanaise officie à l'hôpital de l'amitié de Koudougou dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et son pays dans le domaine de la santé. Une coopération vieille de plus de 20 ans, matérialisée par l'installation d'une équipe médicale pluridisciplinaire qui offre des soins aux populations. Les docteurs, pendant le travail, ils partagent les connaissances, ce qu'ils savent, avec les médecins ici. Et d'ailleurs, chaque année, on envoie les médecins, les infirmiers à Taïwan pour l'entraînement à Taïwan. Cette année, il y aura 5 formations. 5 séances de formation. Cette équipe de spécialistes taïwanais effectue des services cliniques au bénéfice des patients, organise des campagnes de sensibilisation au profit des villages aux alentours de Koudougou. Cette coopération taïwanaise est aussi visible sur le terrain par des actions de renforcement du niveau d'équipement. Par exemple, cette unité de réanimation qui sera dotée de 4 lits fait partie de plusieurs réalisations de la République de Chine-Taïwan au profit de l'hôpital de l'amitié de Koudougou. Ils ont déjà un bâtiment administratif pour la néonatologie qu'ils sont en train de construire. Ils ont également des agents de santé, ils ont des médecins, des infirmiers qui travaillent ici en parfaite collaboration avec le personnel de l'hôpital. Je pense que, en tout cas, tout ce qu'ils font pour le moment, depuis notre prise de service, c'est réellement énorme. Le domaine de la santé fait partie des axes prioritaires de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Et la mission médicale taïwanaise basée ici à Koudougou est un bel exemple d'assistance technique et de transfert de compétences qui contribue à l'amélioration de la qualité des soins offerts aux populations. Des magistrats à l'ère du numérique, cela se passe dans l'est du Burkina. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes aiguise les connaissances de ces acteurs du monde judiciaire dans le domaine de l'électronique. Les magistrats de la région du centre-est ne sont pas en reste de cette formation, nous disent Alassane Kenrobeogo, Dahandi Banga et Chantal Oudraogo. Réunis à Fada, les acteurs de la justice des régions de l'Est et du centre-Est renforcent leurs connaissances sur la réglementation des secteurs de communication électronique et des postes. Cette journée d'échange est initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Donc il s'agit donc de l'écosystème des communications électroniques, la gouvernance du secteur, les différentes évolutions technologiques qu'ont connues donc ces secteurs, l'organisation institutionnelle tant au niveau international qu'au niveau sous-régional et national donc, qui gouverne l'ensemble de ces secteurs, aussi pertinente qui concerne le monde judiciaire, la cybersécurité, la cybercriminalité. La tenue de cette deuxième édition de formation de l'ARCEP répond à la demande des acteurs du monde judiciaire en vue d'affiner leur connaissance des tests sur la communication électronique. C'est vrai que le juge doit connaître la loi et l'appliquer, mais quand il s'agit d'un secteur spécifique, on a besoin de la formation continue pour renforcer donc ses capacités afin de pouvoir bien dire le droit. Chaque participant va repartir, grandir, équipé davantage par rapport aux instruments dont il a besoin au quotidien pour son travail. Pendant ces 4 jours, les participants vont s'approprier les différents tests pour un meilleur traitement des dossiers relatifs à la communication électronique. D'autres ateliers de formation sont aussi prévus à Koudougou et à Banfora. Afin de mieux gérer le secteur minier artisanal, le ministère des Mines et des Carrières a créé une agence. Il s'agit de l'ANEMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. À Koudougou, les responsables présentent les prérogatives de l'agence ainsi que ses objectifs. Le compte rendu avec Rasmade Zoundi et Vincent Kendrobeogo. Au département des mines, un service créé depuis 2015 entre maintenant dans sa phase opérationnelle. L'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, ANEMAS. Entre autres missions, nous avons donc l'encadrement technique donc, des artisans miniers sur le terrain. Nous avons la lutte contre l'utilisation des produits chimiques également, la lutte contre l'utilisation des explosifs sur les sites d'exploitation artisanale, la lutte contre le travail des enfants sur les sites,
Et on a également pour mission donc, la réhabilitation donc, des sites abandonnés et faire en sorte que en fait, l'exploitation minière artisanale puisse contribuer véritablement à l'essor donc, de l'économie nationale. L'ANEMAS aura beaucoup à faire avec les exploitants artisanaux, communément appelés orpailleurs, d'où cette rencontre d'information à Koudougou avec les concernés. Au regard des intérêts en jeu, le jeu en vaut la chandelle. Nous avons une production autour de 10 tonnes d'or annuellement, mais à peine 300 kilos effectivement exportés de façon légale. Donc c'est une perte de devises pour notre pays. Et comme l'ANEMAS aura également une centrale d'achat, nous allons donc pouvoir canaliser effectivement donc la production aurifère donc sur ces sites miniers et éviter que cette production-là ne tombe donc dans le circuit donc de la fraude. Et je pense qu'au sortir de cette rencontre, les acteurs seront suffisamment outillés et pourront en tout cas bien mettre en œuvre leur activité dans le respect des textes en vigueur qui réglementent cette activité. La rencontre de Koudougou est la première d'une série pour l'ANEMAS qui voudrait désormais se faire compter dans le paysage du secteur minier burkinabé. 3 éminents chercheurs burkinabés à l'honneur pendant les journées scientifiques sur la recherche en sciences du sol. Ils totalisent chacun près de 30 années de carrière dans le domaine. Leurs apports au développement des sciences du sol ont été reconnus par la nouvelle génération. Salifou Belem et Kadis Anogo nous les présentent. La communauté scientifique réunie ici rend hommage au docteur Michel Sédogo, Victor Yen et Assimi Salawi, 3 pionniers de la recherche en sciences du sol au Burkina Faso. Ces éminents scientifiques et chercheurs admis à la retraite ont totalisé au moins 30 ans de carrière. Avec un parcours riche, ces 3 chercheurs ont contribué au développement des sciences du sol dans notre pays et formé de nombreux cadres dont les compétences sont aujourd'hui reconnues sur le plan national et sous-régional. Sentiment de fierté et surtout de gratitude envers nos collaborateurs qui ont eu cette initiative d'organiser une cérémonie en notre honneur. Je pense qu'après une trentaine d'années d'exercice avec eux, ils ont trouvé que c'était normal au moment où nous quittions la scène qu'ils puissent effectivement témoigner de ce que nous avons, chacun d'entre nous et collectivement, pu faire. Cette cérémonie d'hommage a été initiée par l'INERA, où ces 3 chercheurs ont occupé des postes de responsabilité. Quand vous observez le cheminement de la recherche depuis que les Burkinabés, c'est-à-dire les nationaux, ont pris la recherche en main, ces 3 chercheurs-là étaient là. Donc ils ont contribué à bâtir un système national de recherche agricole performant dans la sous-région. Ils ont fait leur travail de chercheurs avec abnégation, avec, j'allais dire, tout le sérieux, tout le professionnalisme qui a permis d'avoir des publications, mais également de former des gens pour les remplacer. L'un des temps forts de cette manifestation a été la série de témoignages à l'endroit de ces personnes pétries d'expérience et qui font la fierté du Burkina. Dans l'actualité hors de chez nous, le Burundi avait rendez-vous avec les urnes pour un référendum constitutionnel ce jeudi. La campagne menée dans un contexte tendu et entaché d'épisodes de violence inquiète l'ONU. Le Conseil de sécurité fait cas de la situation qui prévaut au pays de Pierre Nkurunziza, qui compte briguer de nouveaux mandats et ce jusqu'en 2034. Le Burundi inquiète l'ONU. Le pays d'Afrique, l'un des 3 plus pauvres du monde, est en crise depuis 2015 et la tension pourrait s'aggraver avec un référendum prévu en mai. Le gouvernement est accusé par les ONG de défense des droits de l'homme de mener une campagne de terreur pour forcer les gens à voter en faveur du référendum. Ce vote permettra au président Nkurunziza de briguer 2 nouveaux mandats. Pierre Nkurunziza a déjà effectué 3 mandats, il pourrait donc rester au pouvoir de 2005 à 2034. Depuis sa dernière réélection en 2015, les violences auraient fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a décrit ce lundi le Burundi comme un abattoir à êtres humains, au même titre que le Yémen, la Syrie ou la République démocratique du Congo.
Retour chez nous avec du sport et la 32e Coupe du Faso qui dévoile ses finalistes. Salitas sera face à l'AS Fonctionnaire le 27 mai prochain au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Salif Ouedraogo pour les détails. C'est une performance inédite que Salitas vient de réaliser devant l'AS Sonabel. Le premier accède en finale de la 32e Coupe du Faso dès sa première année dans l'élite grâce notamment à l'efficacité de ses attaquants. Car une trentaine de secondes a suffi à Vital Ali Ouedraogo pour ouvrir le bal. 1-0 puis 2-0 pour Salitas après 21 minutes de jeu. Bassirou Yamego est à la conclusion d'une action collective. C'est en seconde période que l'AS Sonabel parvient à réduire le score grâce à un coup de réparation transformé par Eric Michel Tau. 2-1 au finish pour la troupe de Lagui Koulibaly avec au passage cette belle inspiration de Vital Ali Ouedraogo. Je suis très content d'abord. Bon, maintenant je félicite mes joueurs. Je crois qu'ils ont respecté beaucoup nos consignes et c'est ça qui a fallu quand même qu'on a pu gagner. Dans l'autre demi-finale, la SFB recevait le RCK au Stade Wobi pour le choc. Comme en quart face aux militaires, les Buffles vont courir derrière l'égalisation dès la 25e minute. Abdoul Kougundiga a ouvert le score pour les Faucons. Privé de son buteur maison Cheikh Djibril Ouattara, Oscar Barrow peut compter sur Sekou Sidibé pour mettre les pendules à l'heure à la 70e minute. Un but partout, le score n'évolue plus même à l'issue de la prolongation. Et c'est finalement au tir au but que l'AS Fonctionnaire s'impose par 5 tirs réussis contre 4. C'est une grande joie qui nous anime ce soir, qui anime toute l'association fonctionnaire de Bobo et qui anime pratiquement toute la ville. La SFB se dirige vers une saison quasi parfaite. Leader du Faso Foot, l'AS Fonctionnaire tentera de tisser devant Salitas. Une belle histoire d'amour avec Dame Coupe le 27 mai prochain au Stade Wobi à Bobo Dioulasso. Le sport domine la revue de presse de ce jeudi avec du cyclisme, mais aussi du football. Le premier jour du Ramadan est également un gros titre des journaux, dont voici la lecture croisée de Abdoul Rasmané Zongo. L'affaire arriérée de salaire des joueurs de l'UFO, aujourd'hui au Faso en parlait hier et en parle encore. Eh bien, cette affaire, fort heureusement, connaît un début de solution. Je cite, « L'irruption des joueurs se félicite le quotidien. Au siège de la FBF a porté fruit. Le dossier est actuellement sur la table du président Sita Sangaré qui, joint au téléphone par les joueurs, a manifesté une grande disponibilité et sensibilité d'écoute. Le bémol, s'attriste aujourd'hui au Faso, est que certains joueurs se sont parfois trompés de guerre et d'adversaire. Explication. Notre confrère, le journaliste d'aujourd'hui au Faso, a été pris à partie par les joueurs pour avoir pris leurs photos. Conséquence, son outil de travail, sa tablette a été confisquée et les photos nettoyées. Cet accueil pour le moins inamical s'oppose avec l'accueil triomphal des étalons cyclistes, se réjouit le pays. Ils sont rentrés du pays du caméléon, Mathieu Kérekou, avec le maillot jaune dans leur escarcelle. Les étalons cyclistes sont champions du Tour du Bénin, Jubile Sidoya, avant de déplorer une catastrophe sur un tout autre registre. 5 ans après son inauguration et son exploitation, la mine de Karsaka a été fermée et laisse derrière d'énormes dégâts environnementaux. Des trous béants de 80 mètres à 120 mètres, d'autres trous pleins d'eau de couleur verdâtre, avec le risque énorme pour l'environnement, l'agriculture, le bétail et les populations riveraines. Restons toujours avec Sidoya qui fait allusion au début du carême musulman ce 17 mai au Burkina. Jeûner est un acte spirituel recommandé, affiche le journal, sauf que les malades sont décommandés. Oui, prier et s'abstenir, avertit le journal aujourd'hui au Faso. Mais pourquoi jeûner au mois de Ramadan, se questionne l'observateur qui à la fois tente religieusement d'apporter des réponses. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi dès demain à 20h. Retrouvez Fousseni Kindo. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.